Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, donc là, vous avez compris que c'est des gens qui chantent dans un bus, on entend le moteur, on entend le klaxon, etc., etc. Eh bien oui, c'est une petite séquence qui appartient à un film très drôle que je vous recommande très vivement, un film qui date de 1934, New York, Miami, ou alors It Happened One Night, un film de Frank Capra. Alors évidemment, quand on dit Frank Capra, on sait à quoi on s'attend évidemment. Donc c'est une comédie américaine de ces années 30, c'est un modèle du genre, c'est un genre loufoque qui se fonde, parce que c'est quoi au fond ce qu'on a appelé les comédies musicales? Bah oui, c'était des films plutôt loufoques en effet, qui se fondaient sur des situations et des personnages réalistes, c'est ça qui est assez drôle, mais traités d'une façon parodique jusqu'à l'excentricité. Et c'était un peu ce qu'on appelait aussi des screwball, c'est-à-dire des comédies, si on utilise screw, c'est visser, dévisser, c'est-à-dire des gens un peu cinglés, quoi. Ça va jusque-là, évidemment. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que ces comédies musicales, elles se terminent toujours bien. Donc même si pendant la durée du film, il y a des choses qui, oh là là, on s'inquiète un peu, ne vous inquiétez pas, non, parce que ça se termine toujours bien. Ce qu'il y a de particulier dans ces comédies musicales, d'ailleurs on pourrait très très bien en écrire encore aujourd'hui, dans un premier plan, si vous voulez, vous avez un couple, et un couple avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire la rencontre, la rupture, la réconciliation, le mariage, le divorce, les remariages. Il y a beaucoup de films qui jouent autour des remariages, des disputes, des corps à corps, du badinage, des flots de paroles, surtout dans ce film. On parle beaucoup. Et tout ça est monté dans un rythme extrêmement, quasiment frénétique. Donc, ce sont des films. Ben oui, tout ça, ça crée une atmosphère de fête, à la fois des sens et de l'esprit. C'est vrai que quand on a vu un film comme ça, on sort de là assez joyeux et assez léger, évidemment. Alors, toujours faisant partie des critères de fabrication de ces scénarios de Screwball, on met toujours face à face un milieu aisé et un milieu populaire. Et New York, Miami, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, nous sommes pas dans le même monde. Et bon, au fond, rien n'était fait pour qu'ils se ressemblent et qu'ils se rassemblent. Et donc, je crois que le premier qui a commencé à faire des screwballs uniquement dans le milieu populaire, ben justement, c'est Frank Capra. Mais là, en revanche, vous allez voir, New York, Miami, c'est qu'on est dans deux milieux très différents. Et puis en plus de ça, ce qui est amusant aussi, qui ajoute à l'humour, c'est que ce sont des gens parfois aisés, mais qui sont, au moment du film, avec des problèmes d'argent. Vous voyez, ce qui peut arriver. Donc, c'est très compliqué pour les gens qui ont eu de l'argent de vivre sans argent. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est des gens dont la fortune est devenue un peu fragile. Au fond, les deux personnages, Peter et Ellie, oui, ce que je vous le disais à l'instant, n'auraient jamais dû se rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au point de départ, vous avez Ellie, qui est une riche héritière, qui est en fuite, parce que son père ne veut pas qu'elle épouse un jeune fiancé qu'elle a trouvé, enfin, etc., etc. Et un jeune journaliste qui est sans argent. Voilà. Donc, si vous voulez, ces deux personnages qui ont des destins, a priori, très différents. Mais, ça, je voudrais le signaler, quand vous regardez les films de Capra, celui-là en particulier, on remarque la modernité du propos. Parce qu'ici, les hommes et les femmes sont à égalité. Ellie, c'est donc la jeune femme, dès le début du film, est présentée comme une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Notamment, elle se rebiffe, elle lance un coup de poing comme ça dans un plateau qui tombe au sol, elle reçoit une gifle, mais ça la décourage pas, elle fuit. Comme elle veut fuir absolument son père, elle saute du bateau, elle part à la nage. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Voilà. Et donc, l'homme sur qui elle a mis un dévolu, on se demande un peu pourquoi, parce qu'il est assez phallo, c'est une espèce de champion, c'est pas de quoi, je ne sais pas, certainement un chasseur de primes, mais enfin ça, on le sait pas tout de suite, évidemment. Donc Ellie, on la voit, donc cette jeune femme,
femme, elle fume, elle boit, et en plus elle est toujours impeccable. Ça, il faut reconnaître que c'est un peu d'ailleurs, puisqu'elle est jouée par la comédienne française, d'origine française, Claudette Colbert. Claudette Colbert, je crois qu'elle était née dans le Val-de-Marne, mais elle est partie aux USA avec ses parents qui étaient pâtissiers. Elle est partie aux USA, elle avait à peine 3 ans. Et donc elle a eu toute une carrière là-bas, et une très belle carrière d'ailleurs, et notamment elle a eu un Oscar pour ce rôle qu'elle a dans ce film. Voilà. Et en face d'elle, il y a Clark Gable. Bon, c'est vrai qu'on l'attend pas trop dans une sorte de film un peu drôle comme ça, de Capra, mais il est très bien parce que c'est un grand séducteur, et d'ailleurs il a obtenu aussi un Oscar pour ce rôle, mais tout le monde le connaît surtout pour son rôle, pour ceux qui ne font pas le lien. Clark Gable, c'est Rhett Butler dans le fameux Autant on emporte le vent, c'est un film de 1939 que tout le monde certainement a vu, évidemment. Et donc, on raconte d'ailleurs que dans ce film, oui, puis je voudrais quand même aussi vous parler je crois que c'était le dernier film dans lequel Clark Gable a joué, c'est Les Désaxés. Film remarquable, évidemment, écrit par Arthur Miller, avec Marilyn Monroe, ces chasseurs de chevaux. Enfin, ça, c'est un film exceptionnel et désaxé. Et d'ailleurs, dans ce film, quand on regarde ce film, c'est toujours un peu émouvant parce que tous les gens qui ont participé à ce film sont tous morts très très vite après le tournage de ce film. Voilà. Bref. Alors, on raconte pour vous expliquer à quel point Clark Gable était un sex symbole d'une certaine façon. Dans le film, à un moment, on le voit, il va se coucher et il enlève sa chemise. Et là, on le retrouve torse nu. Bon. Alors là, tout d'un coup, tous les gens qui vendaient des maillots de corps masculins, ils n'en vendaient plus parce que tout le monde voulait être comme Clark Gable, être nu sous sa chemise. Vous voyez, donc c'est un petit détail, vous me direz, mais c'est quand même très amusant. Alors à propos de torse nu justement et de côté un peu sexy, il faut quand même savoir que pendant ces temps-là, de ces années 30, où on fait ces films de comédie, il y a le code Hays. Et donc le code Hays, c'est vraiment des restrictions strictes. Pour ceux qui est... Alors, la formule était, on supprime tout ce qui pourrait abaisser le niveau moral du spectateur. Alors, et c'était un code qui a sévi très longtemps, de 34 jusqu'à au moins 60, et même quelquefois un peu plus tard, jusqu'à 68, voilà. Et donc, tous ces réalisateurs de comédie musicale, qui étaient quand même très amusants et très amusés, évidemment, se sont fait un plaisir à détourner le code. Pour vous citer quelques exemples, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder. Billy Wilder, vous vous souvenez des baisers fougueux de Marilyn, qui, en réalité, c'était pour raviver la flamme de Tony Curtis. Il présentait que, non, il avait eu une grosse déception, et donc maintenant, même quand une femme l'embrassait, ça lui faisait rien. Alors évidemment, cette charmante Marilyn, elle se croit obligée d'aller essayer de raviver la flamme. Donc, si vous voulez, comme c'était un peu thérapeutique, ça passait, quoi, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même assez drôle. Et puis, il y avait, alors, dans le film dont je vous parle, il y a quand même des séquences où le code Hays, il a fallu des grandes discussions parce qu'il voulait supprimer à un moment. Vous avez la jeune femme, donc Ellie, jouée par Colette Colbert, qui vient dans un bus et elle s'assoit, on lui appuie sa place et tout d'un coup, elle ose s'asseoir sur les genoux de Clark Gable. Aussitôt, alors donc, si vous voulez, dans le film, on s'aperçoit qu'elle frôle à peine les fesses, enfin, ou en tout cas les genoux mais c'est le plan qui pouvait peut-être durer plus longtemps a été supprimé, évidemment. Voilà, donc, il y a aussi un moment, il y a un striptease, là aussi, c'est fait, ou alors elle reçoit une fessée, alors là aussi, on voit juste un effleurage, mais l'image ne reste pas sur la fessée, bien évidemment. Voilà. Donc, c'était tout ça, tout le monde s'amusait beaucoup de ça, il y avait aucune appel à la moralité, enfin bon voilà, c'était beaucoup plus léger que ce que l'on pourrait penser d'ailleurs aujourd'hui. Et il y a aussi une chose qui va même au-delà, parce que dans le film, il y a ce qu'on appelle le mur de Jéricho. Alors le mur de Jéricho, ça c'est quand même aussi très drôle, fallait le trouver cette histoire. C'est-à-dire que comme ces deux personnages se rencontrent, mais ils sont obligés de faire chemin ensemble, mais qui sont ni mari et femme, et que évidemment il n'est pas question, il faut faire chambre à part, et que quelquefois c'est pas possible, donc ils tendent un fil comme ça dans la pièce, il a toujours d'ailleurs cette cordelette dans sa valise, il tend le fil et il met dessus une énorme couverture, et c'est ce qu'il appelle le mur de Jéricho. Et donc ça sépare les deux personnages, et évidemment c'est un clin d'œil là aussi ironique au code Hays, parce que à la fin ça se termine le mur est tombé.
Le mur est tombé, et donc c'est même le premier message qu'on envoie au père, le mur est tombé, et en plus de ça, il y avait un coup de trompette, donc inutile de vous dire que c'est quand même assez drôle. Ben évidemment, c'est les trompettes de Jéricho, mais oui. Tout ça est évident, c'est assez impertinent, et en même temps, c'est la vie, et heureusement, est impertinente, et tant mieux, voilà. Donc, il faut souligner aussi, dans ces comédies, les dialogues où il y a des jeux de mots, des répliques vives, audacieuses, le rythme aussi est très rapide, le film est très bien monté. Alors, il est très bien monté, oui, parce que aussi, Capra, faut pas l'oublier, il a commencé comme accessoiriste, mais ensuite il a été monteur. Il a été gagman. Ça, c'est amusant, les gagman. Moi, j'en ai connu, ils sont drôles parce qu'à chaque fois ils sont très observateurs de ce qui se passe dans la vie, parce que les gags sont dans la vie, mais beaucoup ne les voient pas. Mais quand on les voit, la vie est quand même assez drôle, finalement. Et j'en profite pour rappeler aussi que Frank Capra, c'est aussi un film que l'on voit en général tout le temps à Noël sur Arte, c'est La vie est belle. C'est un film de 1946, parce que ça se passe à Noël, justement, et donc c'est un homme qui n'en peut plus, qui a plus d'argent pour sa famille, c'est une catastrophe, et donc il fait appel à son ange. Alors ça, c'est quand même audacieux, là, voilà. Et donc c'est un film qui est charmant et qui plaît toujours, et qu'on repasse toujours, je le répète, à un moment de Noël, parce que ça se passe en plus au moment de Noël. Et puis aussi, Frank Capra, c'est Arsenic et Vieille Dentelle. Alors ça aussi, si vous n'avez pas vu ce film, il faut se précipiter. Arsenic et Vieille Dentelle, c'est très très drôle. C'est avec Cary Grant, et donc ça aussi, c'est des films qui ne vieillissent pas, hein. On peut toujours, quand on a le blues, on regarde ces films, c'est vraiment très très drôle. Bref, cette comédie américaine, elle fonctionne aussi formidablement bien parce que, au-delà de ce que je vous ai raconté dans l'écriture du scénario, c'est aussi un road movie. On va d'un point à un autre. En tout cas, on essaie. On a un objectif. C'est une rencontre amoureuse. Mais c'est aussi un peu une enquête policière. Donc tout ça fait que, bon, voilà, ça peut fonctionner et intéresser pas mal de gens. Donc, c'est en plus, la caméra est quand même bien là où il faut. Elle est placée là où il faut. Il y a des travelling magnifiques qui, notamment dans le bus, on a dû allonger certainement un bus pour vraiment que le travelling soit hyper long. Et notamment à la fin, quand elle décide de fuir, on la voit légèrement en plongée qui traverse tout un endroit, toute une place, et elle est en robe de mariée avec des voiles qui n'en finissent pas et qui volent au vent. C'est magnifique, quoi. C'est un plan à la fois drôle et poétique, Et ce qui est aussi réussi, ce sont les effets qui sont propres au scénario, c'est-à-dire que lorsque un personnage a un objectif, ça c'est la base de l'écriture du scénario. Bon, si le personnage va vers l'objectif mais qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'histoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un objectif, mais ils n'y arrivent pas. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers, s'interposer, et donc, ils sont obligés de résoudre les crises. Ça, c'est quand même le b.a.-ba de l'écriture d'un scénario. Voilà, il y a une histoire quand tout d'un coup, on a du mal à arriver à son objectif, évidemment. Et donc, là, c'est parfait dans ce genre de film pour l'étudier. Il y a aussi je parlais des dialogues, et il y a une liberté de ton qui est quand même assez exceptionnelle. Notamment, il y en a un, c'est elle qui dit et elle lui dit, vous avez un ego colossal. Et il répond, mais vous n'êtes pour moi qu'un gros titre pour moi, parce qu'il est journaliste. Vous n'êtes qu'un gros titre pour moi. Je trouve que c'est quand même très drôle parce que c'est assez inattendu, voilà. Alors, ce qui existe aussi dans ce genre de comédie, c'est le changement d'identité. Et c'est vrai, parce qu'à un moment, ils sont obligés de faire chambre commune, parce que ils disent, pour des raisons qui les arrangent, qu'ils sont mariés femmes, mais c'est pas très vrai. Donc la morale, dit qu'il faut quand même être dans des lits à part. Bon, voilà. Donc tout ça, évidemment, est amusant et c'est la raison pour laquelle vous avez le fameux mur de Jéricho dont je viens de vous parler. Alors tout ça, évidemment, c'est joué avec de très bons acteurs et à un moment, ils sont même acteurs dans le film. C'est-à-dire, à un moment, parce que comme le père veut chercher sa fille, vous avez la police qui intervient, c'est pour ça que je disais c'est une enquête, et donc ils veulent rentrer dans la chambre justement où il y a le couple, enfin le faux couple, mais qui se fait passer pour un vrai couple, et donc quand ils voient ça, aussitôt ils se mettent à s'engueuler sur tous les tons, non tu aurais pas dû, je t'ai dit, etc., et à ce moment-là la police, qui a tout compris, dit ah oui, la dispute, donc c'est forcément un vrai couple, voilà, et donc voilà, et tout est à l'avenant, évidemment, donc vous voyez, c'est tout à fait charmant. Et alors en plus, ils s'échangent
des conseils. Notamment lui, il explique à cette jeune fille qui est pourtant bien élevée comment on doit manger un donut parce qu'elle le trempe complètement dans le café. Ah bah non, il faut pas faire ça, faut le couper petit à petit, etc. Et elle, à sa façon aussi, elle lui explique comment il doit être parce que ils sont pas du tout sur le même mood, évidemment. Alors il y a une séquence qui est remarquable, qui pourrait faire un court-métrage à lui tout seul, c'est la séquence en autostop. Elle a jamais fait ça, évidemment, parce qu'elle a jamais pris un bus, elle a jamais fait de stop, enfin, elle n'était pas du tout dans une famille comme ça. Et donc, il lui explique comment on fait, ils sont assis au bord de la route. Alors il dit, vous allez voir, alors bon, donc il passe avec le pouce. Alors il me montre le pouce, là c'est quand vous êtes pressé, là c'est un peu moins, etc. Et puis à chaque fois il y a aucune voiture qui passe. Et donc elle dit bon bah écoutez, d'accord j'ai compris, mais moi je vais faire à ma façon. Elle se met au bord de la route et elle soulève sa jupe, et elle montre sa cuisse jusqu'en haut. Et là c'est très efficace. Alors là évidemment il s'incline, mais ça l'agace un peu évidemment. Voilà et donc tout ça est charmant, tout ça monté formidablement bien. Mais alors donc tout est rapide, sauf quand l'amour commence à poindre. Alors là le rythme se ralentit un tout petit peu, et là il va y avoir des jeux de quiproquos qui vont amener la séparation, il va y avoir des séquences romantiques, notamment Peter commence, comme il est amoureux, il rêvasse un peu qu'il serait très bien avec elle sur une île pacifique, et elle, alors là ça c'est absolument incroyable, parce que elle évidemment, comme on lui a jamais parlé de cette façon-là, ça la trouble, alors elle passe le mur de Jéricho, et elle vient se mettre à ses genoux, et elle lui dit « Je ne peux pas vivre sans vous ». Donc évidemment, c'est l'émoi le plus total, et lui, il reste sans voix, et il est tellement interloqué qu'il devient muet, et au bout d'un moment, quand il reprend vie, il lui dit retournez-vous vous coucher. Alors ça, évidemment, quel goujat, c'est affreux, quoi. Alors évidemment, mais en même temps, il a raison, voilà, il fait partie du code AIDS. Donc vous voyez, tout ça, évidemment, est très amusant. Voilà, bon, bref. Et donc, jusqu'au mariage, tout ça va aller jusqu'au mariage, enfin, je vais pas vous raconter tout. Et donc, toutes les choses reviennent à leur place, et tout le monde boit un bon verre à la santé de tous. Et donc, j'ai envie de vous dire que c'est un film qu'il faut absolument que vous ayez dans votre cinémathèque. Et un jour où il fait gris, un jour où vous êtes gris vous-même, eh bien, vous passez ce genre de film, vous allez voir, c'est un petit chef-d'œuvre formidable. On écoute la bande-annonce. How do you expect to get to New York at the rate you're going? That's none of your business. You're on a budget from now on. Now, just a minute. Get out. You've got a name, haven't you? Yeah, I got a name. Peter Warren. Peter Warren. I don't like it. Don't let it bother you. You were giving it back to me in the morning. Take me with you, Peter. Take me to your island. I want to do all those things you talked about. You better go back to your bed. You mind if I try? You? Don't make me laugh. Oh, you're such a smart Alex. Nobody knows anything but you. I'll stop a car, and I won't use my thumb. What are you going to do? The system on my own. Voilà donc, c'était le film New York-Miami de Frank Capra, un film de 1934 qu'on peut encore regarder aujourd'hui. Il n'a pas vieilli, il est très drôle avec des comédiens formidables, très enlevés. Voilà ce qu'on pouvait faire dans les années 30, c'est assez exceptionnel. Alors, merci Pierre-Jean, et la prochaine fois, alors là, il faut être tous là au rendez-vous parce que on va parler, on va revisiter, si je puis dire, puisque c'est le mot à la mode, mais pas vraiment. Ce sera La Dame de Shanghai avec Orson Welles. Alors là, on s'incline. Donc, à bientôt.